Vous rencontrez quelqu'un de nouveau, et en quelques minutes, votre estomac se serre. Vos épaules vous semblent plus lourdes. Il n'y a aucune raison logique à cela. Ils ont dit tout ce qu'il fallait, souri au bon moment, mais quelque chose au fond de vous recule. Vous rejetez cela comme de la nervosité, du jugement, votre propre insécurité. Mais si ce sentiment n'était pas de la paranoïa? Et si c'était la conversation la plus honnête que vous ayez jamais eue sur cette personne? Et si votre inconscient hurlait un avertissement que votre esprit conscient refuse d'entendre? Carl Jung, l'un des esprits les plus pénétrants de l'histoire de la psychologie, a passé sa vie à explorer les territoires cachés de la psyché humaine. Il a compris quelque chose que la plupart d'entre nous passent leur vie à éviter, que sous la surface de chaque personnalité se trouve un vaste océan sombre. Il a appelé cela l'ombre, le réceptacle de tout ce que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. Notre cruauté, notre égoïsme, notre capacité de destruction. Pour la plupart des gens, l'ombre reste partiellement intégrée, partiellement reconnue, maintenue sous contrôle par la conscience et la responsabilité morale. Mais il y en a d'autres, et vous les avez rencontrés, où l'ombre a gagné, où elle a consumé la personnalité si complètement que ce qui marche vers vous avec un sourire n'est pas une personne cherchant une connexion, mais quelque chose de bien plus dangereux. Ce n'est pas du mystisme. Il ne s'agit pas de démons au sens surnaturel. Il s'agit de réalités psychologiques, de schémas de comportement si toxiques, si prédateurs, qu'ils fonctionnent comme un virus dans votre vie. Et la tragédie est que ces individus se présentent rarement. Ils n'arrivent pas avec des étiquettes d'avertissement. Ils arrivent comme des amis, des amants, des collègues, des mentors. Ils savent exactement quoi dire et comment le dire. Ils ont étudié le besoin humain de connexion comme un serrurier étudie une serrure. Et au moment où vous réalisez ce qui s'est passé, ils sont déjà entrés dans votre vie, réarrangeant les meubles de votre psyché pour servir leur dessein. Jung a écrit que chacun porte une ombre, et moins elle est incarnée dans la vie consciente de l'individu, plus elle devient noire et dense. Certaines personnes ont des ombres si épaisses, si peu examinées, qu'elles sont devenues des incarnations ambulantes de l'obscurité psychologique. Ils ne viennent pas pour vous détruire par méchanceté nécessairement. Ils le font parce que c'est simplement ce qu'ils sont. Un parasite ne déteste pas son hôte. Il se nourrit simplement. Et si l'hôte meurt dans le processus, eh bien, il y aura un autre hôte demain. La question n'est pas de savoir si vous rencontrerez ces personnes. Vous le ferez. La question est de savoir si vous les reconnaîtrez avant qu'elles ne s'enracinent dans votre vie. Et cette reconnaissance commence non pas avec votre esprit rationnel, qui peut être trompé par le charme et la manipulation, mais avec quelque chose de bien plus ancien et plus sage, votre inconscient. Considérez votre psyché comme un instrument finement réglé, un sismographe conçu pour détecter les perturbations dans le champ émotionnel autour de vous. Lorsque cet instrument commence à enregistrer des tremblements, lorsque vous ressentez une anxiété inexplicable, une lourdeur, un sentiment de malaise sans cause claire, il ne fonctionne pas mal. Il détecte quelque chose de réel. Il capte le tremblement de terre souterrain qui se produit à l'intérieur de l'autre personne, le grondement de son chaos non reconnu, la vibration d'une structure de personnalité fondamentalement instable et menaçante. Votre corps sait avant que votre esprit ne l'accepte. Vous vous sentirez physiquement mal à l'aise en leur présence. La pièce semble plus petite. L'air semble plus épais. Vous remarquerez peut-être que vous retenez votre souffle sans vous en rendre compte, ou que votre mâchoire est serrée, ou que l'épuisement vous frappe comme une vague, même si vous n'avez rien fait de physiquement exigeant. Ce ne sont pas des sensations aléatoires. Ce sont des messages des profondeurs de votre propre psyché, des avertissements écrits dans le langage du corps, parce que l'esprit conscient est trop lent, trop poli, trop disposé à accorder le bénéfice du doute. Jung comprenait que l'esprit conscient peut être un imbécile. Il veut croire à la bonté. Il veut faire confiance. Il fonctionne sur la logique et le conditionnement social, sur les choses qu'on nous a enseignées sur le fait d'être juste et de ne pas tirer de conclusions hâtives. Mais l'inconscient ne se soucie pas des convenances sociales. C'est un mécanisme de survie perfectionné au cours de millions d'années d'évolution. Lorsqu'il détecte un prédateur, il ne s'arrête pas pour déterminer s'il s'agit d'une évaluation charitable. Il sonne simplement l'alarme. Et cette alarme se manifeste comme le sentiment que nous avons tous éprouvé,
mais qu'on nous a appris à ignorer. La mauvaise vibration, le sentiment que quelque chose ne va pas, la connaissance intuitive que cette personne est dangereuse, même si elle n'a encore rien fait de manifestement répréhensible. C'est le premier signe, et c'est celui que la plupart des gens rejettent à leur grand regret. Ils rencontrent quelqu'un qui les met mal à l'aise, mais la personne est charmante, réussie, appréciée des autres. Alors ils passent outre leurs instincts. Ils se disent qu'ils sont en train de juger. Ils se forcent à s'engager, à être ouverts, à donner une chance à cette personne. Et ce faisant, ils réduisent au silence la seule partie d'eux-mêmes qui disait la vérité. Ce que vous ressentez lorsque vous rencontrez ces individus est un choc entre votre aspiration à la plénitude et leur projection de fragmentation. Vous avez travaillé, peut-être inconsciemment, à intégrer différentes parties de vous-même. Vous avez développé un certain degré de conscience de soi, une certaine capacité de croissance et de réflexion. Votre psyché a atteint un certain équilibre, une relation de travail entre la conscience et l'inconscience. Et puis quelqu'un entre dans votre vie qui existe dans un état de chaos interne complet, des conflits non résolus, des émotions niées, une haine projetée. Et leur désordre vibre contre votre ordre. C'est comme placer un diapason à côté d'un autre diapason. Si l'un vibre à une fréquence discordante, l'autre le captera. Vous ressentez leur chaos parce que vous êtes assez sensible pour le détecter. Et cette sensibilité, cette ouverture, est exactement ce qui vous rend vulnérable à eux. Le deuxième signe passe de l'avertissement immédiat et somatique à une expérience plus soutenue, le sentiment d'être vidé. Pas fatigué de la manière habituelle, mais vidé, comme si quelque chose d'essentiel vous avait été siphonné. Jung a beaucoup parlé de la libido, mais pas au sens freudien limité. Pour Jung, la libido était l'énergie psychique elle-même, la force vitale qui anime la conscience, la créativité, le but et la vitalité. C'est ce qui vous donne envie de vous lever le matin. C'est ce qui alimente vos projets, vos relations, votre sens du sens. Et certaines personnes, sans doute sans faute de leur part, se sont asséchées. Leur puits intérieur n'a pas d'eau. Ils n'ont pas réussi à développer la capacité de générer leur propre sens ou but, et ils doivent donc le prendre aux autres. Considérez-les comme un puits vide, abaissant leur seau dans vos profondeurs à plusieurs reprises, puisant votre eau pour se remplir. Et voici ce qui le rend insidieux. Le processus ne ressemble pas à du vol au début. Il ressemble à une connexion. Ils s'intéressent tellement à vous. Ils veulent tout savoir sur votre vie, vos rêves, vos luttes. Ils envoient des SMS constamment. Ils ont besoin de vos conseils, de votre point de vue, de votre énergie. Et parce que vous êtes une personne généreuse, parce que vous voulez aider, vous le donnez. Vous ne remarquez pas au début que l'échange est entièrement unidirectionnel. Vous ne remarquez pas que lorsque vous avez besoin de soutien, ils sont mystérieusement indisponibles, où ils ramènent la conversation à eux-mêmes, où ils offrent des platitudes creuses qui ne fournissent aucune nourriture réelle. Cette dynamique a un terme anthropologique que Jung a emprunté. Participation mystique. Il se réfère à une identification primitive et inconsciente entre les personnes, un état où les frontières se dissolvent et les énergies fusionnent. Dans les relations saines, il peut y avoir des moments de cela, une empathie profonde, une joie partagée, une compréhension mutuelle. Mais avec ces individus, la participation mystique devient permanente et parasitaire. Ils ne veulent pas de connexion. Ils veulent la fusion. Ils veulent se brancher sur votre source d'énergie parce que la leur a échoué. Et vous, si vous ne faites pas attention, vous vous retrouverez à soutenir deux psychés avec l'énergie destinée à une seule. L'épuisement qui suit le temps passé avec ces personnes n'est pas une fatigue ordinaire. C'est un épuisement que le sommeil ne corrige pas. Vous remarquerez peut-être que vous avez besoin de jours pour vous remettre d'une seule conversation avec eux. Vous pourriez vous surprendre à éviter leurs appels, non pas par aversion nécessairement, mais par une lassitude profonde à la perspective de vous engager. Votre inconscient sait ce que votre esprit conscient n'a pas encore admis. Cette relation est extractive, pas réciproque. Une vraie relation implique un échange mutuel, un don et une prise qui laissent les deux parties nourries. Ce que vous vivez, c'est la consommation. Ils se nourrissent de vous, et ils continueront à se nourrir jusqu'à ce que vous soyez vide, ou jusqu'à ce que vous vous retiriez de leur portée.
Mais voici ce qui rend ces personnes particulièrement dangereuses. Elles sont souvent exceptionnellement douées pour cacher ce qu'elles sont. Ce qui nous amène au troisième signe, la perfection troublante de leur masque. Jung distinguait entre la persona, le masque social que nous portons tous pour naviguer dans le monde, et la personnalité réelle en dessous. Pour la plupart des gens, il existe une correspondance raisonnable entre les deux. Le masque peut lisser les aspérités ou présenter une version plus polie. Mais il est fondamentalement honnête. Vous pouvez voir à travers jusqu'à la personne réelle en dessous, sans trop de difficultés. Mais ces individus ont transformé la persona en arme. Ils ont créé un masque si parfait, si soigneusement calibré pour faire appel à vos vulnérabilités spécifiques, qu'ils vous coupent le souffle. Ils sont trop beaux pour être vrais. Et c'est parce qu'ils le sont. Pensez aux fruits peints, ceux en cire ou en plastique, conçus pour paraître plus parfaits que n'importe quel fruit réel ne pourrait l'être. Il n'a pas de défaut, pas d'irrégularité, pas de signe de croissance organique. Il a l'air délicieux, mûr, idéal. Mais quand vous le mordez, vous découvrez qu'il est immangeable, creux, une simulation de la réalité. Ces personnes sont des fruits peints psychologiques. Ils ont observé le comportement humain d'assez près pour l'imiter, mais ils ne ressentent pas ce qu'ils joignent. Ils peuvent fabriquer du charme, de l'empathie, de la vulnérabilité selon ce que la situation exige, parce qu'ils ont appris que ce sont les clés pour accéder aux autres. Mais c'est une performance, pas une expression authentique. Jung a écrit sur l'archétype du trickster, une figure qui apparaît dans les mythologies du monde entier. Loki, Coyote, Anansi. Le trickster est le chaos déguisé en ordre, la destruction portant le visage de l'utilité. Le trickster imite ce que vous appréciez pour abaisser vos défenses, puis, lorsque vous êtes vulnérable, révèle sa vraie nature. Et cette révélation est toujours choquante, parce que l'écart entre le masque et la réalité est si vaste. Ces individus fonctionnent comme des tricksters vivants. Ils vous étudient comme une langue qu'ils apprennent. Ils notent ce qui vous fait rire, ce qui vous fait confiance, ce que vous craignez, ce que vous espérez. Et puis ils deviennent un reflet parfait de vos besoins. Ils vous offrent exactement ce que vous recherchez. Et cela ressemble au destin, comme si vous aviez enfin trouvé quelqu'un qui vous comprend vraiment. Mais faites attention au moment où le masque glisse, et il glissera, parce que maintenir un faux soi exige une vigilance constante, et tout le monde se fatigue. Vous le verrez dans un éclair de mépris quand ils pensent que vous ne regardez pas. Vous l'entendrez dans le ton qu'ils utilisent avec un serveur ou un subordonné, quelqu'un qu'ils n'ont pas besoin d'impressionner. Vous le sentirez quand ils sont momentanément frustrés et que la chaleur s'échappe de leurs yeux, remplacée par quelque chose de froid et de calculateur. Ces moments sont brefs, faciles à rationaliser, faciles à excuser comme du stress ou un malentendu, mais c'est la vérité. Jung vous dirait de croire le glissement, pas le masque. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, même pendant une seconde, croyez-le. Le masque est le mensonge, le glissement est la réalité que vous n'êtes pas censé voir. La dissonance cognitive que cela crée est profonde. Votre esprit veut réconcilier la personne que vous pensiez connaître avec cet aperçu de quelque chose d'autre complètement. Et donc, vous trouverez des excuses. Vous vous direz que tout le monde a de mauvaises journées. Vous déciderez que vous avez mal interprété ce que vous avez vu, mais votre inconscient enregistre la vérité. Et c'est pourquoi vous commencerez à vous sentir anxieux autour d'eux-mêmes quand ils sont parfaitement agréables. Vous avez vu derrière le rideau, et vous ne pouvez pas complètement oublier ce que vous avez vu, même si vous n'êtes pas prêt à reconnaître consciemment ce dont vous avez été témoin. Le quatrième signe se révèle avec le temps lorsque vous commencez à remarquer un schéma particulier. Chaque fois que vous essayez de grandir, de changer, de poursuivre quelque chose de significatif, cette personne trouve un moyen de vous saper. Pas ouvertement, ils sont trop sophistiqués pour cela. Au lieu de cela, ils permettent vos faiblesses. Ils encouragent votre doute de soi. Ils offrent un confort qui vous maintient coincé plutôt qu'un soutien qui vous aide à avancer. Jung a parlé du processus d'individuation, la maturation psychologique, où une personne devient pleinement elle-même, intégrée et entière. C'est le travail de toute une vie. Et cela exige de faire face à des vérités difficiles, de faire des choix difficiles, et souvent de s'éloigner du confortable et du familier. Ces individus sont des ennemis de votre individuation. Ils fonctionnent comme l'archétype de la mère dévoreuse qui apparaît dans toutes les cultures. La force qui veut vous garder enfant,
dépendants et contrôlables. Cela n'a rien à voir avec le genre. Les hommes et les femmes peuvent incarner ce schéma. Ce qui compte, c'est la dynamique. Ils ont besoin que vous restiez petit, parce que votre croissance les menace. Tant que vous êtes incertain, effrayé, incapable de vous faire confiance, vous continuerez à avoir besoin d'eux. Vous continuerez à rechercher leur approbation, leurs conseils, leur permission de vivre votre vie. Mais au moment où vous commencez à vraiment vous individuer, à revendiquer votre propre autorité et direction, ils paniqueront. Et cette panique se manifestera par du sabotage. Ils pourraient le présenter comme une préoccupation. Lorsque vous parlez d'une nouvelle opportunité, ils souligneront immédiatement tout ce qui pourrait mal tourner. Lorsque vous exprimez de l'enthousiasme pour un projet, ils vous rappelleront tous vos échecs passés. Lorsque vous fixez une limite, ils vous accuseront d'être froid, égoïste ou cruel. Ils vous offrent des fruits de lotus, une référence à l'Odyssée d'Homère, où les lotophages donnaient aux marins des fruits qui leur faisaient oublier leur foyer et leur but. Ces personnes vous nourrissent de confort et d'excuses conçues pour vous faire oublier votre destin. Ils vous maintiennent sédatés sur leur version de la réalité, où vous n'êtes pas capable de plus, où les rêves sont insensés, où la sécurité et la sûreté signifient rester exactement où vous êtes. La partie vraiment insidieuse est que cela ressemble souvent à de l'amour ou de l'amitié. Ils vous disent qu'ils vous protègent de la déception. Ils disent qu'ils sont réalistes quand vous êtes naïf. Ils présentent leur sape comme de la sagesse, comme de l'attention, comme les vérités difficiles qu'un vrai ami vous dirait. Mais demandez-vous, cette personne vous encourage-t-elle jamais à dépasser vos limites actuelles? Célèbre-t-il vos victoires ou trouve-t-il des moyens de les minimiser? Lorsque vous réussissez, partage-t-il votre joie ou redirige-t-il immédiatement l'attention sur eux-mêmes? Où trouve-t-il le nuage dans votre éclaircie? Il n'essaie pas de rendre le chemin plus facile en vous convainquant de l'abandonner. Il n'épluche pas les ailes du papillon pour lui épargner l'effort de l'émergent. Il comprend que la lutte est ce qui crée la force, et il se tient à vos côtés pendant que vous faites le travail difficile de la transformation. La personne qui vous maintient bloqué le fait parce que votre évolution menace son contrôle. Au fur et à mesure que vous devenez plus individué, plus entier, plus clairement vous-même, vous devenez moins manipulable. Vous cessez d'accepter sa version de qui vous devriez être. Vous commencez à faire confiance à votre propre jugement plutôt qu'à ses déclarations. Et pour lui, c'est intolérable. Ce qui nous amène directement au 5e signe. Une absence totale d'empathie véritable. Ces individus peuvent simuler l'empathie avec brio. Ils connaissent les bons mots, les expressions faciales appropriées, le moment opportun pour une touche de sympathie. Mais l'empathie véritable exige quelque chose qu'ils ne possèdent pas. La capacité de vraiment reconnaître une autre personne comme réelle. Jung croyait que l'empathie émerge de notre connexion à ce qu'il appelait l'inconscient collectif, l'humanité profonde et partagée qui nous rend plus semblables que différents. Lorsque vous pouvez accéder à ce niveau de vous-même, vous pouvez ressentir la douleur ou la joie d'une autre personne comme quelque chose de réel, parce que vous reconnaissez votre propre capacité à vivre ces expériences en elle. Mais ces individus sont coupés de l'inconscient collectif. Ils sont piégés dans ce que les philosophes appellent le solipsisme, la croyance ou l'expérience que seul son propre esprit est réel. Ils ne vous perçoivent pas comme une personne à part entière, avec votre propre vie intérieure, votre propre validité, votre propre existence distincte. Vous êtes un objet dans leur drame subjectif, un personnage dans leur histoire, un moyen pour atteindre leur fin. Vous n'avez aucune réalité inhérente pour eux. Et c'est pourquoi essayer de leur faire comprendre comment ils vous ont blessé est un exercice futile. Vous parlez de vos expériences comme si elles avaient de l'importance en elles-mêmes. Mais pour eux, vos expériences n'ont d'importance que dans la mesure où elles affectent leur situation. Imaginez un trou noir, un phénomène astronomique où la gravité est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper. Vous pouvez jeter toute la lumière que vous voulez dans un trou noir, et rien ne se reflètera. Ces personnes sont des trous noirs psychologiques. Vous pouvez déverser vos émotions, vos explications, votre douleur, votre amour en eux sans fin, et rien ne revient. L'énergie entre et disparaît. Ils peuvent dire les bonnes choses en réponse. Je comprends. Je suis désolé. Je vous entends. Mais observez leur comportement. Est-ce qu'ils changent? Font-ils des choix différents? Ou attendent-ils simplement que le moment émotionnel passe
et continue-t-il exactement comme avant? Vous devez être capable de maintenir la conscience de vous-même et d'une autre personne simultanément, de ressentir vos propres sentiments tout en reconnaissant les leurs, d'équilibrer vos besoins avec leurs besoins. C'est une réalisation psychologique qui exige un certain niveau d'intégration et de maturité. Ces individus ne peuvent pas maintenir cette tension. Leur ego consomme tout l'espace psychologique disponible. Il n'y a pas de place pour vous en tant qu'être distinct, avec des besoins et des perspectives légitimes. Vous n'existez qu'en relation avec eux, seulement dans la mesure où vous êtes utile ou menaçant ou non pertinent pour leurs objectifs. C'est pourquoi les conversations avec eux sont si étranges et frustrantes. Vous parlerez de quelque chose qui compte profondément pour vous. Et d'une manière ou d'une autre, en quelques minutes, la conversation sera entièrement centrée sur eux. Vous essayerez d'obtenir du soutien pour un problème auquel vous êtes confronté, et ils vous interrompront pour vous parler d'un problème encore plus grave qu'ils ont. Vous partagerez de bonnes nouvelles, et ils trouveront un moyen de les éclipser ou de les transformer en une occasion de discuter de leur propre réalisation. Ce n'est pas qu'ils essaient consciemment d'être égocentriques, bien que parfois ils le soient. C'est qu'ils ne peuvent littéralement pas maintenir l'attention sur la réalité d'une autre personne. Leur structure psychologique ne le permet pas. Leur ego a besoin d'être constamment nourri, d'une attention constante, d'un renforcement constant qu'ils sont le centre de l'univers. Le sixième signe se révèle souvent lorsque vous osez avoir des ambitions qui ne les incluent pas ou ne servent pas leurs intérêts. Soudain, la personne qui semblait vous soutenir devient une source de doute et de découragement. Ils vous disent que vos rêves ne sont pas réalistes. Ils soulignent toutes les façons dont vous n'êtes pas qualifié ou préparé. Ils vous rappellent chaque fois que vous avez échoué à quelque chose dans le passé. Ils vous demandent si vous y avez vraiment réfléchi, avec un ton qui suggère que vous ne l'avez évidemment pas fait. Et tout cela est présenté comme une préoccupation, comme du réalisme, comme s'ils essayaient de vous sauver d'une déception inévitable. Mais ce qui se passe réellement, c'est une projection. Jung a passé des années à étudier comment nous projetons notre propre ombre non reconnue sur les autres. Quand ils vous disent que vous ne pouvez pas réaliser quelque chose, ce qu'ils disent vraiment, c'est qu'ils n'ont pas pu le réaliser, ou qu'ils avaient trop peur d'essayer, ou qu'ils ont essayé et échoué et ne s'en sont jamais remis. Votre ambition, votre volonté de prendre des risques, votre croyance en la possibilité, ces choses sont un miroir douloureux, tendu vers leur propre stagnation et leur propre peur. Votre succès potentiel prouverait que les limitations qu'ils ont acceptées pour eux-mêmes étaient des choix, pas des fatalités. Et cette réalisation serait dévastatrice pour eux. Il y a une image que Jung aurait pu apprécier dans la nature, un saut de crabe. Quand un crabe essaie de sortir, les autres le tirent vers le bas. Ce n'est pas de la méchanceté, exactement. C'est la panique d'être laissé pour compte, la terreur de rester dans l'obscurité pendant qu'un autre s'échappe dans la lumière. Ces personnes sont les crabes dans le seau, et vos rêves déclenchent leur panique. Si vous réussissez, qu'est-ce que cela dit d'eux? Si vous parvenez à devenir qui vous voulez être, quelle excuse ont-ils pour rester qui ils sont? Alors, ils tirent. Pas toujours consciemment, pas toujours malicieusement. Mais ils tirent néanmoins. Vous remarquerez cela particulièrement lorsque vous parlerez des changements que vous voulez apporter. Perdre du poids, retourner à l'école, changer de carrière, mettre fin à une relation malsaine, déménager dans une nouvelle ville. Quelle que soit la croissance que vous envisagez, ils auront des raisons pour lesquelles cela ne fonctionnera pas. Et ces raisons sembleront réfléchies, voire sages. Ils invoqueront le sens pratique, la responsabilité, l'importance de la sécurité. Mais écoutez attentivement, et vous entendrez autre chose en dessous. La peur. Leur peur, pas la vôtre. La peur que votre transformation signifie la fin de la relation telle qu'ils l'ont structurée. La peur que vous les dépassiez. La peur que vous découvriez que vous n'avez jamais eu besoin d'eux en premier lieu. Une personne sûre d'elle célèbre votre croissance, même si c'est gênant pour elle. Une personne peu sûre d'elle sabote votre croissance pour maintenir sa position dans votre vie. Et ces individus sont profondément peu sûrs d'eux, sous l'extérieur confiant qu'ils présentent. Cette insécurité les rend dangereux pour quiconque essaie d'évoluer au-delà de leur situation actuelle. Vous ne pouvez pas grandir dans un sol qui a été empoisonné. Et ces personnes empoisonnent le sol de votre vie avec leurs doutes, leurs jugements, leurs projections d'échecs. Le septième signe,
et peut-être le plus spirituellement dévastateur, est la façon dont il coupe votre connexion à quelque chose de plus grand que vous-même. Jung parlait souvent du soi avec un S majuscule, le distinguant de l'ego. L'ego est votre identité consciente, votre sens du « je » lorsque vous évoluez dans la vie quotidienne. Mais le soi est le principe organisateur de toute votre psyché, le modèle d'entièreté que vous êtes censé développer, l'expression la plus complète de qui vous êtes censé être. Pour beaucoup de gens, ce soi est vécu comme Dieu, comme le divin, comme une présence spirituelle qui fournit un sens et une direction. Vous n'utiliserez peut-être pas un langage religieux, mais vous l'avez ressenti, ces moments de clarté où vous savez ce que vous devez faire, où vous vous sentez connecté à un but, où la vie a un sens qui transcende la logique. Ces individus sont les ennemis de cette connexion. Pas nécessairement parce qu'ils sont consciemment opposés à la spiritualité, bien que certains le soient, mais parce que le soi exige des choses qu'ils trouvent menaçantes. Du calme pour la réflexion, de la solitude pour l'intégration, une clarté morale qui pourrait exiger des choix difficiles, un sens du but au-delà de la gratification immédiate. Le soi vous appelle à la croissance, au sacrifice, au sens et à la vérité. Il vous oblige à faire face à votre propre ombre, à reconnaître vos défauts et à travailler dessus, à vivre avec intégrité même lorsque cela coûte cher. Et donc, il crée du brouillard, du bruit constant, du drame, du chaos, de la crise. Il y a toujours quelque chose d'urgent qui exige votre attention, toujours un problème qui vous oblige à tout laisser tomber et à vous concentrer sur eux. Les minutes se transforment en heures, les heures en jours, et soudain vous réalisez que cela fait des semaines ou des mois que vous n'avez pas eu un moment de vraie paix, de vraie réflexion, de vraie connexion avec ce qui vous guide. Il vous entraîne dans des trivialités, dans des discussions interminables de non-sens, dans des conflits qui ne mènent nulle part, dans des expériences qui engourdissent plutôt que de nourrir. C'est comme être perdu dans le brouillard pendant une guerre. Vous ne pouvez pas voir les étoiles qui vous guideraient vers la maison parce que tout ce que vous pouvez voir, c'est la fumée et la confusion qu'ils ont générée autour de vous. Jung croyait profondément en ce qu'il appelait le numineux, ces expériences du sacré, du transcendant, du mystérieusement significatif. La prière, la méditation, le temps passé dans la nature, le travail créatif, la conversation profonde, les actes de service, tout ce qui vous permet de toucher quelque chose au-delà de vos propres petites préoccupations. Ces expériences sont essentielles pour la santé psychologique. Elles vous rappellent que vous faites partie de quelque chose de plus grand. Elles fournissent une perspective, un sens, un réconfort et une direction. Mais ces expériences exigent de l'espace, à la fois externe et interne. Vous ne pouvez pas sentir la présence du lumineux lorsque vous vous noyez dans le chaos fabriqué par quelqu'un d'autre. Observez ce qui se passe lorsque vous essayez de créer cet espace. Lorsque vous dites que vous avez besoin de temps seul pour penser, pour prier, pour simplement être. Observez comment ils réagissent lorsque vous fixez des limites pour protéger votre vie intérieure. Est-ce qu'ils la respectent? Ou trouvent-ils des moyens de s'immiscer, de créer des urgences qui exigent votre présence, de vous faire sentir coupable d'avoir besoin de quelque chose qu'ils ne peuvent pas fournir ou contrôler? Soutiennent-ils les pratiques qui renforcent votre connexion au but et au sens? Ou s'en moquent-ils? Vous en distraient-ils? En sapent-ils l'importance? Et jungien représente l'entièreté et l'intégration morale. C'est le modèle de complétude vers lequel vous travaillez. La connexion au soi signifie vivre avec une authenticité, une conscience et une responsabilité croissante. Cela signifie faire face honnêtement à vos défauts, réparer vos torts lorsque vous en avez commis, choisir le droit le plus difficile plutôt que le tort le plus facile. Ces personnes ne veulent pas que vous soyez connecté à ce niveau de vous-même, parce qu'une personne intégrée et consciente est beaucoup plus difficile à manipuler. Ils ont besoin que vous soyez fragmenté, confus, moralement compromis, coupé de votre boussole interne. Ils ont besoin que vous leur demandiez quoi faire plutôt que de le savoir par vous-même. Ils ont besoin que vous dépendiez de leur version de la réalité plutôt que de faire confiance à votre propre expérience de la vérité. Alors ils deviennent un prêtre du trivial, dirigeant constamment votre attention vers ce qui n'a pas d'importance, vers les préoccupations superficielles, vers les gratifications immédiates,
vers le relativisme moral où rien n'est vraiment bien ou mal, où tout n'est qu'une question de perspective, où le seul péché est d'être assez critique pour appeler quoi que ce soit un péché. C'est une forme sophistiquée de guerre spirituelle, même s'ils n'utiliseraient jamais ce langage. Ils n'essaient pas de réclamer votre âme dans un sens mélodramatique. Ils essaient simplement de s'assurer que vous ne l'habitez jamais pleinement, que vous ne revendiquez jamais pleinement votre propre autorité et votre propre autonomie, que vous ne devenez jamais pleinement qui vous êtes censé être. Maintenant, si vous reconnaissez ces schémas chez quelqu'un dans votre vie, vous faites face à une vérité difficile. Et la question devient, que faites-vous à ce sujet? Jung parlerait de ce que les alchimistes appelaient la séparatio, l'étape nécessaire dans la transformation où vous séparez le subtil du grossier, le précieux du sans valeur, vous-même de ce qui vous a consumé. Il ne suffit pas de reconnaître ces schémas intellectuellement. La reconnaissance sans action n'est qu'une autre façon de rester bloqué. Vous devez retirer votre énergie de cette personne. Pas un jour, pas quand ils changent enfin, ou quand vous avez rassemblé assez de courage, ou quand le moment est meilleur. Maintenant, c'est là que la plupart des gens hésitent, et c'est compréhensible. S'éloigner de quelqu'un, surtout s'il a été profondément ancré dans votre vie, ressemble à un échec. Cela semble cruel. On a l'impression d'abandonner ou de juger trop durement. Et ils le présenteront certainement de cette façon. Ils vous accuseront d'être froid, ingrat, égoïste. Ils vous rappelleront toutes les fois où ils étaient là pour vous, même si ces moments n'étaient en réalité que plus d'occasions pour eux de maintenir leur emprise. Ils promettront de changer, de faire mieux, d'enfin entendre ce que vous dites. Et si les promesses ne fonctionnent pas, ils vous puniront. Ils se mettront en colère. Ils se feront passer pour des victimes. Ils trianguleront d'autres personnes contre vous. Ils répandront des histoires sur la personne terrible que vous êtes. Ils feront tout, sauf vous laisser partir en paix. Mais voici ce que Jung comprenait que la plupart des gens ne comprennent pas. Permettre à quelqu'un de rester dans votre vie alors qu'il empêche activement votre croissance n'est pas de la compassion. Ce n'est pas de la loyauté. Ce n'est pas de l'amour. C'est une forme de destruction mutuelle. Vous vous empêchez de devenir entier, et vous leur permettez de continuer à éviter leur propre travail de l'ombre. Le véritable amour, la véritable compassion, ressemble parfois à la fermeture d'une porte. Parfois, cela ressemble à dire non et à le penser. Parfois, cela ressemble à refuser de participer à une dynamique qui vous détruit tous les deux, même si cela signifie qu'une personne, ou les deux, souffre temporairement de la perte. Cela ne signifie pas que vous devez les haïr ou leur souhaiter du mal. En fait, Jung vous encouragerait à avoir une certaine compassion pour eux, en comprenant qu'ils sont piégés dans leurs propres ténèbres non intégrées. Ils souffrent, même s'ils ne le savent pas ou ne veulent pas l'admettre. La personne qui doit consommer les autres pour se sentir vivante ne vit pas une existence épanouissante. La personne qui ne peut établir de relation que par la manipulation et le contrôle est profondément seule, même si elle est entourée de gens. Mais vous pouvez avoir de la compassion à distance. Vous pouvez leur souhaiter du bien tout en refusant d'être détruit par eux. Vous pouvez comprendre leur douleur sans faire de vous leur prochaine victime. L'acte de partir, de se retirer, de protéger son espace psychologique de l'invasion, ce n'est pas fuir. C'est un acte profondément nécessaire de préservation de soi et de respect de soi. Vous dites que votre vie, votre croissance, votre entièreté compte. Vous dites que vous refusez de vous sacrifier sur l'autel du dysfonctionnement de quelqu'un d'autre. Vous récupérez l'énergie que vous avez déversée dans un puits sans fond et la redirigez vers votre propre devenir. C'est la transformation alchimique dont parlait Jung. Transformez le plomb en or. Mais vous ne pouvez rien transformer si vous êtes perpétuellement vidé, épuisé, entraîné dans le chaos de quelqu'un d'autre. Et voici ce qui se passe lorsque vous créez enfin cette séparation. Un espace s'ouvre, un espace dont vous n'aviez même pas réalisé que vous l'aviez perdu. Soudain, vous pouvez vous entendre penser à nouveau. Vous pouvez ressentir vos propres sentiments sans avoir immédiatement à gérer la réaction de quelqu'un d'autre à ces sentiments. Vous pouvez faire des plans qui servent votre croissance sans que quelqu'un ne les sabote. Vous pouvez renouer avec des amis et de la famille que vous aviez négligés. Vous pouvez prier, méditer, créer, vous reposer, rêver. Vous pouvez commencer à vous souvenir de qui vous étiez avant que cette personne ne vous remodèle
pour répondre à ses besoins. Vous pouvez commencer à découvrir qui vous pourriez devenir sans son poids constant sur vos épaules. Ce ne sera pas facile au début. Vous vous sentirez coupable. Vous vous remettrez en question. Vous vous demanderez si vous avez été trop dur, trop prompt à juger, trop peu disposé à continuer d'essayer. C'est normal. Vous avez été formé, soit par cette personne, soit par des expériences antérieures, à donner la priorité aux besoins des autres plutôt qu'aux vôtres, à donner des chances infinies, à croire que l'amour véritable signifie ne jamais abandonner. Mais Jung vous demanderait d'examiner ces croyances. D'où viennent-elles? Qui profite du fait que vous croyez que votre bien-être est moins important que le maintien d'une relation? Quelle partie de vous est encore terrifiée à l'idée de revendiquer votre droit à une vie qui sert votre bien le plus élevé plutôt que les besoins les plus bas de quelqu'un d'autre? Et une partie de votre ombre pourrait être une peur profonde d'être seul, d'être mal aimé, d'être perçu comme égoïste ou cruel. Ces peurs vous font tolérer des situations intolérables. Elles vous font négocier des limites dont vous savez que vous avez besoin. Elles vous font revenir sans cesse vers des personnes qui ont prouvé qu'elles sont incapables d'une relation saine. Reconnaître ces schémas chez les autres est précieux, mais le vrai travail consiste à reconnaître comment vous les avez autorisés dans votre vie et pourquoi vous avez eu du mal à les supprimer. Il ne s'agit pas de blâmer. Jung ne s'intéressait pas à l'attribution des fautes. Il s'intéressait à la conscience, à rendre l'inconscient conscient afin que nous puissions cesser de vivre en pilote automatique et commencer à faire de vrais choix. Lorsque vous comprenez pourquoi vous avez été vulnérable à ces personnes, peut-être êtes-vous exceptionnellement empathique, peut-être avez-vous eu un parent avec des schémas similaires, peut-être vous a-t-on appris que la souffrance est noble, peut-être avez-vous peur de votre propre pouvoir. Vous pouvez commencer à guérir ces vulnérabilités, non pas en devenant froid ou fermé, mais en développant le discernement, en apprenant à distinguer la réciprocité saine de la consommation parasitaire, en faisant confiance à votre instinct lorsqu'il vous avertit que quelqu'un est dangereux, même si cette personne semble parfaitement charmante aux yeux de tous. Le but ultime de ce travail, ce que Jung appelait l'individuation, est de devenir pleinement vous-même, non pas le soi dont quelqu'un d'autre a besoin que vous soyez, non pas le soi que vous pensez devoir être, mais le soi authentique, intégré et conscient que vous êtes réellement. Ce soi a des forces et des faiblesses, des dons et des limites, de la lumière et de l'ombre. Ce soi est unique, irremplaçable, digne de protection et de culture. Et ce soi ne peut pas émerger pleinement en présence de personnes qui ont besoin que vous restiez petit, inconscient, disponible pour la consommation. Ainsi, la conclusion, la perspicacité finale, est la suivante. Voir ces schémas n'est que le début. Les comprendre ne change rien si vous n'agissez pas. Vous devez retirer votre énergie, votre temps, votre investissement émotionnel des personnes qui travaillent activement contre votre intégrité, qu'elles s'en rendent compte ou non. Vous devez créer des limites fermes et les défendre, même si cela vous met mal à l'aise ou vous semble méchant. Vous devez vous choisir vous-même, votre croissance, votre connexion à ce qui est sacré et significatif, plutôt que le besoin de quelqu'un d'autre de vous maintenir piégé dans son dysfonctionnement. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie, c'est la santé. C'est ce que Jung entendait par le processus alchimique de transformation. Vous ne pouvez pas transformer le plomb en or pendant que quelqu'un continue à verser plus de plomb dans votre vaisseau. Vous ne pouvez pas devenir entier pendant que quelqu'un vous fragmente activement. Vous ne pouvez pas marcher vers la lumière pendant que quelqu'un vous entraîne dans les ténèbres. Les personnes dont nous avons parlé ne changeront pas grâce à votre amour, votre patience, votre compréhension ou votre sacrifice. Elles ne changeront que si elles choisissent de faire leur propre travail intérieur difficile, de faire face à leur propre ombre, d'intégrer leurs propres ténèbres dans la conscience. Et c'est leur voyage, pas le vôtre. Votre voyage consiste à protéger la lumière que vous avez cultivée, à nourrir l'intégrité dans laquelle vous vous développez, à honorer le soi qui essaie d'émerger pleinement dans votre vie. Lorsque vous fermez la porte à ce qui vous a consumé, vous ouvrez une porte à ce qui pourrait vous nourrir. Lorsque vous cessez de donner votre énergie aux personnes qui vous épuisent, vous avez de l'énergie disponible pour les personnes qui vous dynamisent. Lorsque vous supprimez les voix qui vous disent que vous ne pouvez pas, vous pouvez enfin entendre la voix intérieure qui dit que vous pouvez, vous allez, vous devez,
Il ne s'agit pas de devenir isolé, cynique ou fermé à la connexion humaine. Il s'agit de devenir suffisamment sage pour distinguer la connexion de la consommation, l'amour du parasite, la croissance de la stagnation. Vous méritez des relations qui vous nourrissent, qui vous mettent au défi de devenir plus plutôt que moins, qui célèbrent votre lumière plutôt que de s'en nourrir. Vous méritez un espace pour vous entendre, pour vous connecter à un but, pour devenir qui vous êtes censé être. Mais vous n'aurez jamais ces choses tant que vous vous déverserez dans des personnes qui sont structurées pour gaspiller ce que vous offrez. Voyez-les clairement, comprenez-les si vous le pouvez, puis faites la chose la plus difficile et la plus gentille. Partez et ne vous retournez pas. Votre intégrité, votre vie, votre âme en dépendent. Et ce n'est pas dramatique ou exagéré. C'est simplement la vérité psychologique, celle que Jung a passé sa vie à aider les gens à comprendre. La question est de savoir si vous la comprendrez à temps pour vous sauver, ou si vous continuerez à vous sacrifier à des personnes qui ne seront jamais satisfaites tant que vous ne serez pas complètement consumé. Le choix a toujours été le vôtre. La question est de savoir si vous êtes enfin prêt à le faire.